Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Voilà, merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission sur Espace TV. Merci à vous qui nous regardez du côté d'Abidjan. Beaucoup de réactions ce matin sur notre plateforme GGO 8037. On va essayer de faire lecture de quelques messages avec Oumar Barry qui nous écrit: bonjour, merci de demander à l'ancien Kouyaté sa réaction face à la communication faite sur son site concernant l'arrestation de Koutoubou Sano. Est-ce que c'est une volonté du parti d'indexer le ministre ou une dénonciation d'un acte vrai? Eh bien voilà, on va essayer de poser la question un peu plus tard. Binani nous écrit: bonjour la mine et bonjour les GG, c'est Binani Ba du site guinéinfo.org. Des inconditionnels d'un général ivrogne s'en prend aux journalistes Elage Kierno du journal Le Déci. La presse dit stop et la presse en ligne apporte donc son soutien à notre confrère Moussa Moïse Silla. Lai Junior Condé qui nous écrit ce matin: Moïse, tu portes un grand nom biblique, que Dieu te protégera, Inch'Allah, tu as tout mon soutien et à bas les assassins. Lai Junior Condé qui nous envoie ce message. Un autre message, voilà: bonjour, bon courage les grandes gueules, Dieu est grand. Et notre message de notre ami Alpha Boubacar de l'UFDG: nous sommes tous Moussa Moïse Silla. Au GG, vous symbolisez le courage, la détermination et la réussite pour tous les jeunes de Guinée. Grâce à vous et à votre exemplarité, nous sommes tous rentrés au pays pour participer au combat pour une Guinée plus prospère et voilà, pas de recul. Donc merci à vous. On reste là-dessus avec toujours les messages reçus en GG au 8037. Bonjour, c'est Tiana So depuis Tombolia. Je souhaite mes meilleurs vœux à toute l'équipe. Merci à vous DTS. Bonjour les jeux, je suis très heureux de compter Moussa Moïse parmi vous ce matin. Sidia doit demander pardon aux Guinéens qui croyaient en lui. Eh bien, bonjour mes chers. Est-il vrai, comment pensent certains, que la Constitution... Je comprends pas ce qu'il veut dire, hein, franchement. Hiro Diallo qui nous envoie ce message. On va continuer là-dessus, hein, Boubacar. Vous êtes intéressé à ce nouveau gouvernement. Déjà, hein, voilà, Roby a souligné avant de joindre évidemment Kouyaté qui va intervenir dans un instant. Allez, il est là, hein, voilà. Allez, ouais. On va y aller directement, il est là. Sur le gouvernement, vous permettez, monsieur le président du PD, on va vous poser cette question. L'architecture du nouveau gouvernement a été présentée par monsieur Mamadi Youla. Et c'est un gouvernement qui va compter 33 départements. Et quel regard portez-vous sur cette nomenclature, M. Kouyaté? Il est difficile de juger de la volonté d'orientation et d'action du chef, du Premier ministre et du Président de la République. Ouais. Mais si ça ne tenait qu'à moi, le gouvernement n'allait pas être aussi bien fourni. La structure gouvernementale me semble lourde. Elle me semble du moins dispersée. Savez-vous que de grands pays tels que l'Allemagne, qui font au moins 3 fois, 4 fois, 5 fois même la taille de la Guinée, l'Allemagne n'a pas plus de 15 ministres. Je peux vous citer beaucoup de pays dans ce cadre. L'administration repose sur les grandes directions. Ce n'est pas les ministres, dès lors qu'ils sont nommés, ils deviennent politiques. Ouais. Mais les grands directeurs, quand ils font leur travail sereinement, et je vous jure que parfois on ne voit même pas l'absence des ministres. C'est ce qu'il faut pour une administration sérieuse. La Belgique a fait 2 ans de crise sans gouvernement, mais l'administration n'a pas été interrompue pour une seconde. Ouais. Parce que justement, il faut faire le distinguo entre le travail du ministre et le travail des directeurs. Mais quand on saucissonne les activités administratives pour les confier à des ministres, alors qu'on peut les concentrer et mettre de grands directeurs, je crois que c'est la meilleure politique qui vaille. Mais chez nous, dans nos pays, le gouvernement est fait pour récompenser ou pour tenir compte des équilibres ou pour 10 000 considérations, sans tenir compte du fait que trop de ministres, ça nuit à l'action gouvernementale.
Allez-y. Dans cette configuration donc du nouveau gouvernement qui va être nommé, on constate la suppression du ministère des droits de l'homme et en lieu et place, on a créé le ministère de la réconciliation nationale. Quelle lecture vous faites de ces changements, de ces évolutions? Rien ne remplace les droits de l'homme, en tout cas pas la réconciliation nationale. C'est deux chapitres totalement différents. Et le fait que, justement, le ministère des droits de l'homme disparaisse à ce moment, d'abord, je rends hommage au ministre qui a occupé ce portefeuille. Et je crois que de par son action et de par sa pédagogie, il suscitait un certain espoir. Ouais. Est-ce que c'est cela qui a amené, n'est-ce pas, à la suppression du poste? On aura jeté donc le bébé avec l'eau du bain. Et je ne crois pas que ça soit une bonne chose. Mais cela dit, on peut promouvoir les droits de l'homme sans un ministre, pourvu que les droits de l'homme soient respectés. Il faut trouver, n'est-ce pas, si le président ne veut pas avoir le ministère des droits de l'homme, alors il faut trouver un substitut pour que les Guinéens se sentent protégés dans leurs droits. Il y a un DH, entre autres, parce qu'il y a une institution maintenant. Vous pensez que l'UNIDH peut bien jouer ce rôle-là? Oui, je le crois, à condition qu'on laisse l'INDH jouer ce rôle. Bien. Tout dépend du contenu qu'on donne aux choses et de la volonté sincère qu'on a. Vous savez qu'il y a une chose qui est au-dessus des lois, c'est la bonne volonté. Ouais. Monsieur Lansana Kouyaté, président de PEDN, notre invité ce matin chez les GG Roby. Alors, monsieur Lansana Kouyaté, pour avoir connu l'homme, je parle bien du président Alpha Condé et l'avoir pratiqué, pensez-vous qu'il est dans ses calculs politiques, alors que lorsqu'il a besoin de pêcher dans le camp de l'opposition, il crée des postes? On se souvient du cas de Kassori Fofana avec ce supraministre, et on se souvient encore hier ou avant-hier du cas de Sidia Touré avec cette haute représentation. Pour vous, à chaque fois que le président de la République a envie d'avoir un allié ou un adversaire politique dans son sac, il crée un poste politique ou taillé sur mesure. Pour vous, c'est encore des calculs politiciens? Oui. À l'évidence, je répondrai oui. Chaque fois que cet homme pose un acte, j'ai peur de la suite. Ouais. Il faut pas se tromper. C'est un politicien, c'est l'homo politicus. Et il se définit comme ça. Ouais. Et même dans ses intentions les plus nobles, il passe par le politique. Ouais. Sans quoi, à ce jour, sa fonction de président de la République doit le faire voler haut et ne pas aller, par exemple, distribuer des bons points ou des mauvais points. Et vous savez que le président a dit, je me rappelle très bien, c'est peut-être le troisième gouvernement, sans qu'on en parle trop. Mais à chaque fois, il a dit, mon gouvernement ne vaut rien, ce sont des incapables, ce sont des corrompus, etc., etc. Il a distribué ça à satiété. Et bon, quand il crée donc un poste, c'est pour un objectif précis. Cet objectif atteint, il détruit tout et il passe à autre chose. Ouais. Voilà le mode opératoire, le modus operandi, n'est-ce pas, de l'homme qui guide la Guinée. Oui, alors Monsieur le Président, vous êtes un homme compétent, ça, c'est personne ne peut nier. Aujourd'hui, il y a cet esprit d'ouverture du président Condé. Si vous appelez aujourd'hui, comme tous les autres, à venir le rejoindre pour construire notre Guinée, vous allez dire non? Et quel poste serait taillé à votre mesure? Oh, je n'ai pas choisi de poste. Ouais. Je vais vous dire une vérité. Mais vous allez dire non? Non, je n'ai jamais dit non, en fait. Ah, d'accord. Parce qu'on ne vous a pas proposé. Je n'ai jamais dit non. C'est parce que, justement, on ne doit pas aller à ces choses sans des garanties sûres. D'accord. Il ne sert à rien de meubler les postes. Oui, mais il y a un élan. Il y a un élan. Lamine en parlait tantôt. Il y a un élan d'ouverture, d'apaisement général, de décrispation politique et même de réconciliation. Serez-vous tenté aujourd'hui, si le signal venait du président Alpha Condé, serez-vous tenté de rejoindre la grande marche du pays vers ce grand rassemblement? Regardez, nous sommes tous les fils de ce pays.
Et je crois que c'était déjà un sacrifice que d'avoir accepté de quitter des fonctions que j'occupais en 2007 pour venir en Guinée. C'était pas histoire de poste, contrairement à tous ceux qui l'ont pensé. Je suis venu, c'était un sacrifice. On est prêt à ce sacrifice. Mais le jeu doit en valoir la chandelle. Et nous avons affaire à un homme, n'est-ce pas, qui change. Et qui change au gré de ses besoins. Et voilà, vous parlez de décrispation, vous parlez de tout, mais le ministère, n'est-ce pas, des droits de l'homme vient de sauter. Et pourquoi? Quelle intention il y a derrière? Alors, je ne veux pas venir jouer, n'est-ce pas, la marionnette. Je veux, si je dois venir, il faut que ça soit dans des conditions de clarté, que le gouvernement gouvernera, le président présidera et que la Guinée ira sur le bon chemin. Voilà. Mais vous savez, ce n'est pas facile de décrypter tout cela maintenant. Il y a eu des gens qui sont venus me faire le reproche. Tu dis toujours non. J'ai dit, allez dire au président oui. Mais chaque fois qu'ils l'ont quitté chez moi, je ne les ai plus vus. Tout ça là, c'est du jeu. Bien. Allez, Moussa Moïse là. Alors, Monsieur le Président, est-ce que vous pensez qu'il est possible de ne pas perdre son âme d'opposant tout en travaillant dans le gouvernement d'Alpha Condé? Et la seconde question, c'est aussi ce grand panafricanisme, parce que le professeur Alpha Condé l'a bien prouvé en nommant le Sénégalais Jacques Diouf. Comment vous percevez tout cela? Écoutez, Jacques Diouf, je le connais. On a été, n'est-ce pas, on a travaillé ensemble au sein du système des Nations Unies. Et je parle de lui dans mon livre Du brasier somalien à la chaleur onusienne. Pour ceux qui l'ont lu, ils savent que je parle vraiment de Jacques Diouf et de sa grandeur. C'était à des moments difficiles. J'apprécie sa nomination. Je sais que c'est un homme d'une très grande intégrité morale et surtout d'une compétence avérée dans les domaines, n'est-ce pas, surtout agricoles et alimentaires. Et là, je n'ai absolument rien à dire, mais le panafricanisme ne se mesure pas par la nomination d'un seul homme. Ça ne se mesure pas par ça. Le panafricanisme va au-delà. Soyez sûr que la Guinée a connu beaucoup de ministres. Je ne dis pas conseillers, je parle de ministres. Beaucoup de conseillers, beaucoup de ministres qui venaient de l'extérieur. Pensez, n'est-ce pas, au Sénégalais qui était notre ministre, qui est resté longtemps ministre de la communication sous la Première République. C'est Alassane Diop. Pensez, n'est-ce pas, à Béhanzin, Sénaïnon Béhanzin qui est venu, n'est-ce pas, du Bénin. Et pensez même au président de l'Assemblée nationale, Léon Maka, à l'époque, n'est-ce pas, il est venu du Gabon. Je peux continuer à citer à satiété. Bien. Et c'est le panafricanisme, c'est probablement une démonstration, mais à une seule nomination près, on ne peut pas juger quelqu'un de panafricaniste. Voilà. Mais les temps ont changé, Monsieur le Premier ministre. Surtout que cette dernière nomination semble aujourd'hui tordre quand même le cou à nos textes, puisque les articles 27 et 28 de la loi relative au statut des fonctionnaires dit clairement qu'il faut, pour, disons, être recruté ou être nommé en Guinée, il faut être de nationalité guinéenne. Je suis d'accord avec vous. J'ai répondu à la question qui consistait à dire qu'il a nommé Jacques Diouf, donc il est panafricaniste. Ouais. Bien. Alors, Monsieur le Président... Je dis que ce n'est pas preuve de panafricanisme, mais je n'ai pas jugé en fonction de la loi. Maintenant, les procédures, justement... Avant-hier, on m'envoyait sur mon mail, n'est-ce pas, cette loi qui a été signée depuis du temps du général Conté, et je l'ai lu avec Munissi, mais les lois sont faites en Guinée pour avoir le cou tordu, comme le disait un grand homme français. Appuyons-nous sur les lois, elles finiront par céder. Une autre question, Monsieur le Premier ministre. Récemment, une information qui a été publiée sur le site officiel de votre parti politique affirmait que le ministre Koutoubou Sano aurait été mis aux arrêts pour, disons, pour avoir détourné des biens publics. Information, bien entendu, qui a été démentie par la suite par la cellule de communication du gouvernement. Et d'ailleurs, on nous apprend l'intention du ministre de porter plainte contre votre parti. Les grandes gueules.
pas d'excuses, de demande d'excuses derrière. Finalement, peut-on comprendre qu'est-ce qui s'est passé? Votre site a-t-il été piraté, comme on l'affirme dans certains endroits, ou réellement allez-vous quand même reconnaître qu'il y a eu une volonté quand même malfaisante? Non, il n'y a aucune volonté malfaisante, je vous le jure. Je ne suis pas, n'est-ce pas, celui qui tire au-dessus de la ceinture. Vous savez très bien que tout ne peut pas être verrouillé. Moi-même, mon propre email a été piraté à un moment donné. Il a fallu que je déploie beaucoup de moyens pour pouvoir endiguer. Et le site du parti avait été piraté sur 48 heures, ou je ne sais pas, 72 heures à peu près. J'ai été informé et c'est entre-temps qu'on m'a dit qu'il y a eu cet article. Et quand, mais depuis là, cela a été su, depuis là, il n'y a pas de communication du PEDN là-dessus. C'est ce qui est un peu... Pour corriger un peu le tir. Vous en avez là maintenant parce que c'est le premier responsable du PDM qui est en train de parler pour expliquer. Une fois que cela a été su et que le site a été piraté, on a dû corriger, faire appel à des experts pour totalement corriger et créer encore un surplus de sécurité pour notre site. Et c'est en ce moment que ça a été décroché. Cela ne m'amène pas à dire c'est vrai ou c'est faux, honnêtement. Mais j'ai trouvé que le site du PDN ne mérite d'ailleurs pas d'être encombré par de telles nouvelles. Ça ne nous intéresse pas. Monsieur le Président, il y a aussi ce feuilleton du prince d'Abu Dhabi. On a voulu vous faire jouer le rôle principal d'ailleurs dans ce feuilleton, vous et Dame Chantal Cole. On parle de millions de dollars. Qu'est-ce que vous en savez aujourd'hui, Monsieur le Président? Je n'en sais rien. À l'époque, je n'ai pas réagi. Mon chargé de communication vous l'a expliqué. Il a dit qu'on était serein. Et quand on veut avoir, n'est-ce pas, des postes ou des faveurs en marchant sur, n'est-ce pas, le corps des autres, on est appelé à mettre sa main, n'est-ce pas, dans l'égout. Je ne dirai pas plus. Elle a dit elle aurait dit, parce que moi-même j'ai pas entendu, que ce monsieur d'Abu Dhabi ou de je ne sais où viendrait à Conakry. Et le temps est passé. C'était les vacances qui ne m'ont pas permis de saisir mon avocat qui était en vacances. Je vous ai dit que ça ne restera pas sans suite. Parce que c'est Vous allez porter plainte, M. Kouyaté? Est-ce que vous allez porter plainte? Oui. Parce qu'on a appris que vous veniez en France pour justement judiciariser l'affaire. Je ne viens pas en France pour ça. Mais d'une pierre, je ferai deux coups. Elle est française et mon avocat est déjà saisi. Et dans les jours qui viennent, je vais effectivement judiciariser, comme vous le dites. Voilà. Alors, parce que c'est de la saleté pure et simple, du dénigrement, avec intention de nuire. Yérim Seck, qui avait suivi, vous a édifié votre religion là-dessus quand il a reconnu que c'était du pipeau, c'était du bluff. Et moi, je n'accepte pas d'être la victime expiatoire, n'est-ce pas, des appétits de prépondérance d'une dame qui n'a fait que cela et qui l'a mené à beaucoup d'intrigues. Oui, et justement, en parlant de Yérim, notre confrère, est-ce que il vous a demandé de l'argent, M. Kouyaté? On parle de 150 000 euros. Oui, mais François, vous l'avez dit, je ne veux pas revenir pour acculer le pauvre. C'est fréquent souvent, même si ce n'est pas sain, mais c'est fréquent dans votre métier, hein, ça je vous le dis. C'est clair. Allez-y. Mais monsieur le Président, on vous connaît très introduit dans les milieux diplomatiques dans le monde. Vous avez été à la tête de la primature. Vous avez aussi quelques connaissances du côté quand même des Émirats Arabes Unis. Vous n'avez pas eu de relation avec un quelconque prince, même si c'est de façon officielle, monsieur Kouyaté? Écoutez, j'ai été élu président, je dis bien président permanent du Forum des affaires en Afrique. Ça, c'est à Dubaï. Et
Et ça, c'est après avoir quitté mes fonctions. Après le président Babangida du Nigeria, après le président John Jerry Rawlings du Ghana, le troisième président de ce forum, c'était moi. Ouais. Et après la session qui était, je crois que c'était en octobre, si j'ai bonne mémoire, 2008. Après cette session, j'ai été informé par lettre officielle que je suis maintenant le président permanent. Bien. Et que par session, on prendra d'autres présidents. Mais que chaque fois que je veux y être, alors j'ai la prépondérance et je viendrai présider. J'ai des relations. Ouais. Mais est-ce que avoir des relations signifie que vous avez été corrompu avec 12 millions 12 millions de dollars? Elle est dans ça depuis, elle connaît ça, parce qu'elle est dans ça depuis Mathusalem. Ah oui. Moi, je ne connais pas ça. Merci beaucoup, en tout cas, Monsieur le Président, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, et encore une fois, mes meilleurs voeux. Mes meilleurs voeux à vous. À très bientôt. Au revoir. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Merci à vous qui nous écoutez du côté de Kintinya, c'est Aboubacar Diallo à Kankan sur 99. Beaucoup de messages, évidemment, on va essayer de faire lecture. Dans un instant, Fatou Baldé, on va recevoir dans ce studio. On parle, pourquoi pas, de société civile, on va dire comme ça. Bonjour les GG, je suis Ibrahim Khalil Chérif à Kankan. Félicitations à M. Sidia Touré, sa nomination en dehors de tout apaisement au politico-stratégique, car ça permettra à la mouvance d'avoir la majorité absolue au Parlement. Donc, il est différent des autres généraux de guerre sans troupes. Bravo à Sidia Touré. Voilà, allez, au moins c'est dit. On y va avec cet autre message que nous recevons en direct. Le syndicat de presse privée soutient notre collègue Moussa Moïse Silla, donc Sili Diallo, secrétaire général du CPPG, en mission donc à Zérékoré. Mais fallait le faire, Sidi, en avant quoi. Nul n'était le coup de gueule de Moussa Moïse Silla ce matin. Eh bien ça n'allait pas se faire. On est chez les GG. Je sais que vous nous écoutez du côté de Zérékoré. Il fallait le faire bien avant. Allez, on a Fatou Baldé. Moi je suis très heureux en tout cas ce matin dans ce studio parce que ces dames imposent le respect à Aboubacar Diallo. Madame Fatou Baldé, bienvenue chez les GG, bienvenue chez vous. Bonjour. Bonjour Monsieur Guirassi. Et bonjour à toute l'équipe de GG. Bonjour et d'abord nos voeux. Si vous ne m'appelez pas Monsieur et Madame Yansane, vous risquez de ne plus m'avoir dans les studios. Voilà. Madame parce Fatou qu'il Baldé va dire Yansane de ne plus venir. Hein? Voilà. Merci. Alors, Madame Yansane, Fatou Baldé, beaucoup d'évolutions et au sortir de l'élection présidentielle d'octobre, un nouveau Premier ministre a été nommé et on voit aussi le leader de la troisième force politique de notre pays qui vient désormais prendre place aux côtés du chef de l'État dans l'attente de la nomination du nouveau gouvernement. Vous de la société civile déjà, première question, quel regard portez-vous sur ces évolutions? Mais je vous remercie de me donner l'opportunité de m'exprimer. Je souhaite mes vœux les meilleurs à tous les auditeurs et les spectateurs, les téléspectateurs. Je dirais d'abord que c'est un soulagement qu'on ait pu passer le cap des élections apaisé, parce que c'était la peur dans le ventre de tous les Guinéens de ce qu'allait être l'issue de ces élections. À ce niveau, il faut saluer la sagesse de toute la classe politique d'avoir pu quand même faire traverser la Guinée cette transition sans problème majeur. Et maintenant, la nomination du Premier ministre, je l'ai bien accueilli personnellement parce que c'est un grand frère que j'ai connu quand j'étais à l'université en France. Il venait faire ses stages au CEFEB et c'est quelqu'un de très pondéré. Et aussi, je l'ai suivi durant de bonnes années dans son parcours. J'estime que s'il a vraiment les mains libres et qu'il a la possibilité d'appliquer des réformes nécessaires à la bonne marche de l'État, il va pouvoir faire beaucoup de choses. Vous dites s'il a les mains libres, ça veut dire que le précédent n'avait pas les mains libres? Vous savez, la Guinée a des problèmes avec ses premiers ministres. Lorsque M. Lansana Biavogui était Premier ministre, j'étais trop jeune pour comprendre ce qui se passait. Mais depuis 1985, donc, à maintenant, on a des problèmes avec les premiers ministres. D'abord, le poste n'était pas constitutionnel, on a nommé. Ensuite, on a voulu que le poste soit constitutionnel.
Et quand on sait que le Premier ministre est chef du gouvernement et qu'il n'est même pas chef de ses propres ministres, ça pose problème. Oui. Donc, ça a été le cas de Mohamed Saïd Fofana? Ça a été le cas de tous les ministres. De tous les premiers ministres, ils ont eu les mêmes problèmes. C'est contenant premier oui, mais ministre. à la grande différence, quand même, que vous l'avez rappelé, pour Saïd, le poste a été constitutionnel. Est-ce que finalement, c'est pas plutôt, disons, un problème de personnalité qui se pose? Ce n'est pas un problème de personnalité. Lisez bien la Constitution. Si les rôles et les prérogatives du Premier ministre étaient clairement définies dans la Constitution, ça aurait pu marcher. Mais puisque c'est le président de la République qui fait les décrets, les textes d'application par décret, donc du coup, il muselle le Premier ministre sous sa coupe. Mais madame, il y a des missions qui sont dévolues quand même au Premier ministre. Promotion du dialogue social, avec les partenaires sociaux à ce et niveau, politiques. je vous dirais que le Premier ministre, si c'est ce qu'il faut vraiment juger, le Premier ministre Saïd Fofana a été alors un bon Premier ministre. Parce qu'il était tout le temps dans le dialogue social, il a fait beaucoup de social, il était dans les mosquées, il apaisait la situation, et puis il est très mesuré dans ce qu'il dit, parce qu'il n'a jamais eu des propos qui ont mis le feu à la poudre. Il a toujours été mesuré dans ses propos. Si c'est ça le jugement, je dirais qu'il a été un excellent Premier ministre. Ouais. Alors, et ce mot, si à chaque fois ça revient, s'il a la main libre, s'il y a s'il y a ça. Alors, aujourd'hui, si on vous demandait, membre de la société civile, présidente de COUFEL, si on vous demandait de faire un petit peu le porteur robot avant le profil d'un Premier ministre guinéen. Bon, je pense qu'un Premier ministre guinéen, c'est d'abord une personne qui comprend très bien le pourquoi nous sommes en train de patauger. Chaque fois qu'on fait un pas en avant, on recule de beaucoup de pas. Il faudrait qu'il ait la capacité de comprendre donc autour de lui et surtout, il faut qu'il se départisse des rapaces et des vautours qui sont là, les courtisans. Les premiers ministres arrivent avec de très bonnes intentions. J'ai écouté tout de suite M. Lansana Kouyaté. Il est venu dans un contexte exceptionnel. S'il avait su capitaliser ce acquis, il aurait été le meilleur Premier ministre. Parce qu'il n'est pas venu par la volonté d'un président qui voulait nommer un Premier ministre, mais il est venu par une pression populaire qu'il a imposée. Et s'il est venu, et comme on l'appelait le Premier ministre de consensus, il n'avait qu'à élaguer ses vautours et ses courtisans autour de lui, ça aurait marché. Mais quand vous venez, après une insurrection, vous maintenez le secrétaire général à la présidence qui était là, qui est le cerveau pensant de la présidence. Mais justement, il n'avait pas les mains libres. Au bout de quelques mois, mais justement... Et je me souviens quand on a eu l'occasion de le rencontrer, j'ai dit, monsieur le Premier ministre, moi je suis une femme, mais j'aurais été à votre place. Compte tenu de la feuille de route que vous avez, je fais fi de la Constitution. Je dis, le Premier ministre décide. Vu les accords du 27 janvier, le Premier ministre décide, je nomme mon gouvernement. Si le président n'est pas d'accord, la pression populaire continue. Pour vous, c'est lui qui a raté le cap. Je crois qu'il avait la belle occasion de donner beaucoup plus de pouvoir. Il avait une très belle occasion, un Premier ministre, de s'appuyer sur le peuple qu'il avait imposé à ce niveau. Mais en voulant, vous savez, peut-être que moi je le disais compte tenu de mon jeune âge, de l'impulsivité qui caractérise les jeunes, mais le Premier ministre peut-être en voulant conserver, en voulant d'abord, comment on appelle, ménager le président qui n'était pas dans des conditions de santé très idoines et qui voulait vraiment conserver la paix parce qu'on avait perdu, n'oubliez pas, 317 personnes. Alors, ne voulant pas encore réveiller le démon pour qu'on déferle la rue, il a essayé de caresser dans le poil. De prendre les choses sur lui. Alors, et malheureusement, ça lui est retombé dessus. Et la classe politique, en l'occurrence Jean-Marie Doré, n'ont pas manqué de venir secouer sous ses pieds et le faire tomber. Voilà. Madame Fatou Baldé Yansane, donc notre invitée ce matin chez les GG. On va revenir là-dessus parce qu'à chaque fois, il y a des si et des questions aussi qui reviennent à chaque fois. Notre constitution, Madame Fatou Baldé, c'est important. Vous êtes membre de la société civile. Je pense que d'aucuns disent qu'il y a des prémices. Est-ce que c'est la même peur quelque part chez vous? Parce qu'il y a déjà un gouverneur de région qui a défoncé la porte dangereuse. Je parle du gouverneur Sadou Keita. Vous savez, le changement de constitution est encore frais dans nos têtes. On sait qu'en 2002, s'il n'y avait pas eu un changement de constitution, à l'horizon 2010, le président allait donc finir son mandat et puis on faisait une transition douce. Il faut qu'on ait un constat. Si nous sommes dans des transitions, à chaque fois chez nous qu'un président décède, il faut une transition tumultueuse, notamment militaire,
c'est parce qu'on tripatou la Constitution. En 2008, il y a eu ce qu'on a appelé ici les Journées nationales de dialogue et d'initiative. Pendant 4 mois, on a interrogé tous les Guinéens. Vraiment, si je vous dis tous les Guinéens, c'est du district jusqu'à la région. Les vrais gens. Voilà, la population. Voilà. Donc, ils ont émis le souhait de voir comment ils veulent que leur pays soit gouverné. Les résolutions sont au PNUD, hein. C'est au Conseil économique et social. Vous voulez une copie, vous l'aurez par mail. Les Guinéens ont exprimé ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas que la candidature à l'élection présidentielle ou à la députation soit fermée aux partis politiques. La candidature indépendante, ils l'ont défendue. Ça permet de réduire le nombre de partis politiques parce que pour accéder à un poste électif ou pour se faire voir et aller dans des négociations politiques, il faut avoir un parti politique. Donc, du coup, il y a pléthore de partis et ça crée des problèmes. Deuxième chose, les Guinéens avaient voulu que même les casernes militaires soient délocalisées des villes. La réforme du secteur sécuritaire est partie du constat de ce dialogue. Je vais vous donner tous les secteurs. Alors, pendant toute la transition, on a œuvré pour que cette résolution soit utilisée comme base pour la réforme et la refonte de l'État. Mais malheureusement, la classe politique était restée tellement fermée qu'ils ont estimé qu'on était en train de soutenir les militaires pour se pérenniser au pouvoir. Or, il y a des réformes qui ne sont possibles que dans une transition politique. Lorsqu'un pouvoir est élu, il est censé avoir la confiance du peuple et le président n'a pas besoin de procéder à certaines réformes parce qu'il est élu sur la base d'une constitution et il exerce le pouvoir sur la base d'une constitution. Il a les instruments qu'il faut. Madame, ce scénario n'est pas évident en Guinée parce que on a fait des 2 mandats une intangibilité constitutionnelle. Ça veut dire qu'on ne peut pas y toucher. Est-ce qu'en Guinée, malgré ce verrou constitutionnel que le CNT a instauré, est-ce que malgré tout, comme pour répéter les expressions du premier président de la Cour constitutionnelle, est-ce qu'il y a des tentations révisionnistes qui commencent à se remuer? Non, mais ils vont essayer, mais je pense que, comme je dis, nous sommes encore trop marqués par le fait qu'on ait changé la Constitution en 2002 et qui a abouti au chaos qu'on a vécu pendant 2 ans. Je crois que les Guinéens ne sont pas prêts. D'autant plus que le président Alpha Condé a dit que lui, il est Nelson Mandela. S'il était réellement Nelson Mandela, il n'aurait même pas brigué un second mandat. Parce que quand Mandela est venu, il a remis le pays sur les rails, il est reparti. Bon, donc s'il estime qu'il est Nelson Mandela, il ne doit pas s'éterniser au pouvoir. Mandela, qui est l'homme le plus respecté que l'humanité ait jamais produit, l'homme le plus aimé, qui a fait l'unanimité, il n'a fait qu'un mandat et il a vécu à côté d'autres présidents qui ont mené le pays là où il est aujourd'hui. Sans oublier. Donc, il n'y a pas d'homme indispensable. Quand le président Sékou Touré était vivant, on pensait qu'il était immortel. Le jour où il est décédé, personne n'a osé dire qu'il est mort. Le dire, c'était un sacrilège. Il est mort, la vie a continué son cours. Mais ensuite, le président Lansana Conté, on disait que il est mort. Le lendemain de sa mort, c'est des petits soldats qui n'étaient même pas les plus hauts gradés qui sont venus le remplacer. Les grandes gueules. Il n'y a pas d'homme indispensable. Justement. Tout ce qu'on commence, quelqu'un d'autre peut finir parce que toi aussi, tu es venu trouver d'autres qui ont commencé. Alors, il ne faut pas faire des présidents mais à ce niveau, Madame Yassandé, est-ce que malgré tout aujourd'hui, on n'a quand même pas besoin de toiletter cette constitution? Je vous donne un exemple. Parlant du calendrier électoral. Vous savez que les 4 mois de retard accusés dans l'entre-deux tours en 2010 nous ont donné aujourd'hui un calendrier parlementaire pas possible à tenir. Je vous donne l'exemple de cette année où le budget n'a même pas pu être voté. Donc ça devient un problème qui va être cyclique en Guinée. Vu qu'on ne peut pas toucher le mandat présidentiel, ni notamment ni sa durée, ni le nombre, est-ce que quand même il ne faut pas retoucher la Constitution aujourd'hui pour que ne serait-ce que ce calendrier parlementaire puisse avoir lieu à un moment propice, qu'on ne soit pas en panne comme on le fait aujourd'hui en gouvernant le pays par 12e provisoire? Merci, monsieur. Vous savez, je vais vous donner un exemple très simple. Un président qui gouverne avec les institutions et les instruments est appelé à observer à un moment donné des obstacles qui l'ont empêché de gouverner de façon sereine. Quand Alpha Omar Konaré était président du Mali après une transition militaire, il a gouverné un premier mandat. Au second mandat, il a noté
à chaque fois qu'il était obligé de prendre une décision qui était en porte-à-faux avec la Constitution, il a mis en place ce qu'on appelait le CARI, le comité d'appui aux réformes institutionnelles. OK? Et c'est ce comité qui devait réfléchir pour amender tout ce que lui, il avait eu à poser comme acte qui n'était pas conforme à la Constitution. Pour le cas de la Guinée, on a plaidé pour qu'on ait un médiateur de la République. Ouais. Le médiateur de la République, normalement, devrait être fonctionnel, au point de voir les anomalies qui font que l'administration ne fonctionne pas et faire des propositions d'amendement des textes et lois qui existent. Mais vous savez, ici, c'est la gouvernance sporadique, spontanée, les réactions d'estomac. On réagit au cas par cas. Il n'y a pas une gouvernance sereine qui permet aujourd'hui... Parlons de ce médiateur, justement, aujourd'hui. On l'a vu ces derniers temps, il a été nommé. Après, combien de temps il a mis pour prendre fonction? On a vu visiter un petit peu les départements aujourd'hui. Est-ce que franchement, vous y croyez? Vous êtes chez les GG? Est-ce qu'il joue son rôle? Franchement. Bon, vous savez... Le rôle du médiateur, c'est pas de faire la médiation entre la classe politique. Mais justement, parce qu'il a du mal un petit peu à se faire comprendre. Oui, et puis, on le médiateur... Ça bourde, une fois, ça bourde, qui avait des relents ethniques, il avait un peu soufflé sur les braises filantes de la division. Le médiateur est chargé de veiller à ce que tout citoyen bénéficie d'un service public correct, à temps et de façon équitable. Donc, c'est le citoyen lambda qui saisit le médiateur parce qu'il a été victime d'une injustice quelque part. OK? Alors, ce n'est pas quand il y a problème au sommet là-bas, le dialogue est bloqué, le médiateur n'a rien à voir avec ça. Vous faites bien de le dire. Parce le médiateur n'a rien à voir avec ça. Pourquoi en 2007, quand il y a eu l'insurrection, nous avons constaté les défaillances de l'administration. Dans les propositions de sortie de crise, on a demandé la mise en place d'un médiateur de la République afin de permettre... Vous avez vu combien de fois il y a des conflits domaniaux, l'injustice dont sont victimes les injustices dont sont victimes les citoyens. Il fallait trouver... Mais comme chez vous ici, vous avez un médiateur, mais le médiateur, il veille à ce que, entre vous et vos auditeurs, entre ce que vous dites et ce que quelqu'un peut contester dehors, qu'on vérifie que vous avez été... recours gracieux, que vous avez été regardant sur comment vous appelez ça dans le jargon des journalistes, quand on écoute les deux parties là, contradiction. Voilà, de contradictoire. Voilà. Alors, c'est ça. RFI a un médiateur, et ainsi de suite. Donc le médiateur n'est pas là pour un rôle politique, il est là pour un rôle administratif. Le nôtre écume les différents départements pour essayer de faire connaître, dit-on, le rôle du médiateur de la République et tout ça. Ça a été la principale activité qu'il a menée depuis qu'il a été porté à la tête de cette institution. Alors l'autre question que j'ai envie de poser, Madame Yansane, c'est que Mamadi Youla il connaît relativement bien le secteur privé. Pour beaucoup de Guinéens, c'est un espoir qu'ils connaissent le secteur privé parce que là au moins les travailleurs, les cadres sont soumis à des objectifs, à des résultats. Et donc, est-ce que vous pensez que ça peut être aussi un atout pour une bonne gestion à la tête de la primature? Et quels sont les péchés à ne pas commettre? Quelles sont les erreurs à éviter à la tête du palais de la Colombe? Bon, je pense que c'est un atout qu'il soit du secteur privé. Regardez un peu. Aucun fonctionnaire n'a l'obligation de résultat par rapport à un poste qu'il occupe. Ça mène à quoi? À la débandade. Personne n'est puni parce qu'il n'a pas fait son travail. Alors, lorsqu'il appliquera strictement les congés, la présence, l'effectivité, qu'on donne à chaque employé de la fonction publique, voilà ton job description. Ça, c'est ta tâche à fournir tous les jours. Et pour que tu passes de chef de section à chef de division, il faut qu'on t'évalue. L'évaluation se fait ainsi de suite. Vous verrez qu'à partir de ce moment, et que les plus méritants sont primés de façon, donc soit par la promotion, soit par... Et le que système de la gare, la gestion axée sur les résultats. Voilà. Je vous assure que les choses vont changer. Mais tant que je viendrai parce que je veux, ou parce que je compte aller gagner de l'argent, ça ne marchera pas. Donc, en tant que comment on appelle, Premier ministre issu du secteur privé, il devrait mettre de la rigueur dans le comportement des cadres
pour qu'il y ait une certaine redevabilité et pour qu'il ait des résultats. Voilà, Madame Fatou Baldé Ansane, donc notre invitée ce matin. Il faudrait qu'on parle d'Ebola aussi. Parce mais de la société civile, on n'en a pas parlé, c'est important. C'est important après la question de Roby. Voilà. Justement, Madame Fatou Baldé, gérer le secteur privé, c'est cohérent, tout est bien organisé, c'est plus ou moins facile. Ça, et vous pensez que M. Youla, vraiment... Je vois un peu le type. Est-ce qu'il a le courage qu'il a la poigne? Parce que non mais attendez, c'est important la question que je pose. C'est bien. J'ai écouté le discours de Mme Fatou Youla. Il faut que les fonctionnaires viennent à point. Non mais pardon, Madame Yansane Youla, les deux vont ensemble. Il faut que les fonctionnaires viennent. Il faut que le méritant. Alors cela nécessite un véritable toilettage dans l'administration publique. Parce que c'est dangereux notre administration publique. Quelle que soit la volonté, quelle que soit la personne que vous soyez, quand vous venez, on vous engloutit dans le système qui vous transforme. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Youla, vous pensez qu'il est le prototype qui a le courage de prendre des réformes et des réformes nécessaires pour toiletter cet environnement malsain de l'administration publique guinéenne? Vous savez, M. Youla vient, il a déjà des instruments et des actes qui sont posés. Je sais que le PNUD appuie actuellement ce qu'on appelle le PREMA. C'est le programme de réforme de l'administration et de la modernisation de l'État. Et donc, il y a aussi donc, un ministère consacré. Déjà, on a mis les machines pour venir pointer chaque matin. Alors, à moins que la machine ait pris un verre d'eau, au passage, en principe, on devrait pouvoir... À l'heure du pointage, le courant est parti. Oui, que le courant parte, mais... Comme je vous ai dit, s'il est décrit pour chacun ce qu'il doit faire avec des deadlines. Vous savez, il n'y a pas plus grave, Roby, que lorsqu'on me dit, bon, tu dois faire à manger. Le matin, on me dit, bon, Fatou, il faut aller faire à manger. Je dis, d'accord. Mais c'est le repas de midi ou le repas du soir? Et je me mets à me promener jusqu'à 16h. Je commence à cuisiner. Le repas finit à 21h. Qui va manger à 21h? Si on me dit à midi pile, si tu n'as pas servi le repas, ce n'est même pas la peine. Le manger, on ne prend plus, on n'achète pas. Mais je vais me grouiller pour qu'à midi moins le quart, le repas soit prêt. Il n'y a pas de deadline fixé aux gens. Il n'y a pas de délai. Chacun fait ce qu'il veut. Tu finis, tu ranges les trucs. Les affaires de maison. Un haut fonctionnaire qui ne vient pas au travail parce qu'il y a un baptême. Mais pourquoi on ne fait pas les baptêmes les après-midi? Justement, mais c'est pas possible. Il ne faut plus que le social. Il ne faut pas que le social prime sur l'administration. Mais alors. C'est important qu'on s'intéresse maintenant à la même société. Dans notre équipe ici. Soit ma femme est malade. C'est important qu'on s'intéresse maintenant à la société civile, qu'on fasse l'autopsie de cette société civile, qui est souvent considérée comme étant un tremplin pour certains. Les exemples dans ce registre foisonnent. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, la société civile s'est dépolitisée, elle s'est déconnectée des réalités politiques? Ou elle sert toujours de tremplin à certains? Voilà. Merci pour cette question. Au Sénégal, j'étais là-bas au mois de juin pour la mise en place donc, de la plateforme du regard citoyen. Quand j'écoutais les différents dirigeants de plateforme parler, j'ai éclaté de rire. Alors, je n'ai pas pu me retenir parce qu'il y a un qui s'est levé. Il dit, au Sénégal, la société civile est composée de 3 catégories. Ceux qui veulent aller au gouvernement, ceux qui viennent du gouvernement et ceux qui n'iront jamais. C'est-à-dire que quand tu as envie d'aller, tu rentres dans des combines, dans des mouvements, comment on appelle, bien organisés, et paf, on arrive là où on veut. Alors, lorsqu'on a été maintenant, on se rend compte que ce n'est pas éternel aussi. Ceux qui, avant même d'aller au gouvernement, fustigeaient tout ce qui était société civile, en retournant, ne savent plus quoi faire, viennent à la société civile. Remarquez seulement. Et ensuite, d'autres qui sont là par conviction. Alors ça, c'est dans toutes les corporations. Oui, qu'est-ce qui doit être fait pour dépolitiser cette société civile, pour éviter qu'elle ne soit finalement qu'un tremplin? Premièrement, entre les partis politiques et les organisations de la société civile, retenez une bonne fois pour toutes que la différence fondamentale, c'est parce que les partis politiques sont créés exclusivement pour la conquête du pouvoir et les autres ne sont pas à la conquête du pouvoir parce qu'ils ne viendront pas déposer une liste électorale pour une députation ou pour autre. Voilà. Ça, non, ça c'est comme ça. Bien.
Partout où vous avez vu des révolutions, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit partout, on dit les partis politiques et la société civile. C'est pas ce que vous entendez? Bien. Alors, la société civile dénonce les tares qu'elle constate dans la gestion de l'État. Et à un moment donné, elle s'arrête. Ceux qui sont à la conquête du pouvoir continuent. Ouais. Alors, la société civile est hautement politique parce qu'elle pose et elle se positionne sur des situations politiques qui font qu'elle ne peut pas dire qu'elle n'est pas politique. Merci. La seule chose qu'on interdit, c'est de s'afficher publiquement derrière un parti politique, qu'il soit de mouvance ou d'opposition, ou d'avoir des prises de position qui ne reflètent pas c'est-à-dire qu'il faut avoir une position médiane, mais à chaque fois que vous constatez les dégâts de l'une ou de l'autre des partis, il faut le dire. Bien. Madame Fatou Baldé, on va continuer avec vous. Malheureusement, on est pris par le temps. Grand merci en tout cas d'être passé sur les juges ce matin. C'est à moi de vous remercier. Votre pronostic, s'il y a décret ce soir en ce qui concerne les ministres, les femmes surtout. Hein. Vous savez, je ne compte pas beaucoup. Voilà. Parce qu'il y a 5 ans, le président avait dit qu'il dédiait son mandat aux femmes et aux jeunes. Et il n'a pas fait. Et il n'y a jamais eu un gouvernement où les femmes sont absentes comme le gouvernement des 5 années, les gouvernements qui se sont succédés pendant les 5 années. Ouais. Alors, quant aux jeunes, là, on vous a même pas vu là-bas. Oui. Déjà, donc, les sortants, peut-être Domani. Moi, je me dis, oui, mais Domani, c'est le pourcentage qu'il faut compter. Quand on dit qu'il faut inclure 30% de jeunes, 30% de femmes, et qu'on se retrouve avec 0,1%, c'est dramatique. Ouais. Alors, moi, je me dis que... Parce qu'en tout, il n'y avait que 3 ou 4 ministres femmes. Si le pays peut avancer en mettant les femmes de côté et les jeunes de côté, qu'on mette des gens compétents, pas des ministres... aux allures artistiques. Justement, qui dansent au palais. Mais non seulement qui dansent au palais, mais qui, et en ouvrant la bouche, c'est comme si vous avez craché de l'essence sur le feu. Eh ben parce voilà. qu'ils ne savent même pas discerner ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Bon, vous savez, actuellement, il faut être très plaisant avec eux parce que le président a menacé de tous les faire partir. Ouais. Ensuite, je voudrais vraiment vous exprimer tous mes regrets par rapport à ce qui est arrivé à mon frangin. Merci. Et je vais lui dire que ça, c'est comme ça. Tout le monde en a eu pour sa part. Ouais. Et hors antenne, je vous donnerai l'adresse d'une institution américaine qui protège justement ces personnes qui sont menacées et qui vous assure une protection. Elle est invisible, mais elle existe quand même. Voilà. Je la mettrai à votre service. Inch'Allah. Et aussi, je suis contente qu'on ait enfin déclaré la fin du cycle d'épidémie Ebola. Ouais. Et je dis bien la fin du cycle d'épidémie. Et comme les messages à l'habitude, on aime fantasmer, on dit bye bye Ebola. Non. Ebola n'est pas fini, la maladie existe. Le virus n'est pas vaincu. Les populations ne sont pas immunisées. Il peut toujours y avoir des cas isolés. Ouais. Alors je vous dis que s'il y a cas isolés et que le gouvernement veuille cacher, ça sera la catastrophe. Les Nations Unies ont dit qu'ils se sont mobilisés. Ils ont mis près de 575 millions de dollars dans le secteur de la santé pour les 3 pays touchés. Parce qu'ils étaient conscients que le système sanitaire était fragile. Mais que si demain, nous nous amusons à entretenir une épidémie, il n'y aura plus de mobilisation, il n'y aura plus d'Ebola business, c'est fini. Alors voilà. Une toute dernière question, même si vous êtes très pointu sur le temps. Madame Yula Yansane, la fin des Ebola a été très festif du côté du Palais du Peuple. On a dansé, bye bye Ebola, mais on a oublié les 2300 ou les 2035 et quelques morts. Selon vous, on aurait pu célébrer la mémoire de ces morts autrement, au lieu d'aller danser du côté de l'esplanade du Palais du Peuple. Que le président accorde une journée nationale d'action et de grâce, que chaque famille se retrouve. Il a exprimé déjà. Que chaque famille Comment ça, en dansant? Mais non, pas en dansant. Pour prier. Tu l'as pas vu au palais? Pour le repos de l'âme des disparus et aussi faire la perspective pour l'après-Ebola, comment prendre en charge les gens qui sont les orphelins, voilà. Et les orphelins qui sont au nombre de 7000. Hein? Et aussi, je vous dis, soyez très très vigilants, faites vos enquêtes parce qu'il ne faut pas qu'on aille recenser des enfants qui ne sont ni orphelins d'Ebola,
ni guéris d'Ebola, pour mettre d'autres à leur place afin que ceux-là puissent bénéficier des avantages liés à ça. Il y a un risque élevé, hein. Voilà. Je remercie donc mes chers frères qui sont là. Mais je vous dis, il faut quand même vous aussi faire un peu de parité. Parce que dès que la seule femme là est absente, on n'entend que des voix masculines. C'est ça en fait. C'est pour ça que je demande hier à Bakar qu'il faut qu'on ait une femme pour démarrer l'année. Merci et vraiment, et je vous remercie d'avoir porté. Et c'est aux femmes de venir. C'est pas nous qui allons aller les chercher, c'est à elles de venir. Et aussi, je vais vous solliciter très bientôt parce qu'on va se mettre, depuis qu'il y a eu l'affaire du viol de la petite, de la fille donc par le célèbre Tamsir. Ouais. Et compte tenu de tout ce qui a été fait, on nous a demandé de communiquer suffisamment pour que les femmes comprennent que le viol est un crime et qu'un criminel doit être puni. Il ne faut plus que la honte soit du camp de la victime. Alors à cet effet, nous avons eu de l'appui d'Osiwa et du PNUD et qui nous a demandé de collaborer étroitement avec la presse. Donc nous demandons votre appui. Figurez-vous que depuis que les langues se sont déliées, tous les jours, nous recevons un appel téléphonique de viol. Moussa qui est très sollicité à la matière. Voilà. Merci à vous, à l'international. Merci beaucoup, Moussa Moïse qui part en mission. La semaine prochaine, on va se retrouver évidemment dans cette émission. Moussa Moïse Silla. Grand merci à vous qui nous écoutez du côté de Cancan, à l'Abbé, Bokeh, entre autres. Passez une excellente soirée sur Espace. On se retrouve demain pour un autre numéro. Au revoir.